Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un cours pathologie. Donc on va réviser le chapitre 1, donc sémiologie digestive. Donc tout d'abord on introduira un peu le cours, ça va être une introduction, vous allez le voir, hyper rapide. Ensuite on verra les dysphagies, les vomissements et enfin on terminera sur une petite conclusion hyper rapide aussi. Donc voyons d'abord les dysphagies. Donc comme je vous l'ai dit, une introduction hyper rapide. Donc juste pour que vous soyez au courant, les sémiologies, c'est donc une discipline médicale qui étudie les signes, les symptômes en gros, des maladies. Et la dysphagie est un symptôme de certaines maladies. Et comme vous le verrez, les vomissements c'est aussi le cas. Donc la dysphagie est une sensation de gêne ou de blocage au passage du bol alimentaire, solide et ou liquide, entre la bouche et l'estomac. Donc là, l'essentiel à retenir, c'est vraiment les définitions pour le BTS. On peut vous sortir toutes les définitions possibles, donc il faut vraiment être calé en termes de définition. Donc, odynophagie, à ne pas confondre avec la dysphagie. L'odynophagie est une douleur sans la sensation de blocage, et la dyspepsie est une douleur et un ballonnement gastro-intestinal. Donc voyons maintenant les classifications. Il existe différentes classifications de la dysphagie. Donc on a les classifications selon l'étiologie et selon le mécanisme. Donc tout d'abord nous avons les dysphagies d'origine neurologique. Donc elles sont liées à une maladie neurologique de type sclérose en plaques, maladie de Parkinson ou AVC. Nous avons ensuite les dysphagies d'origine oropharyngée. Elles sont liées à une cause ORL de type cancer des voies aérodigestives ou une angine. Et enfin, dans cette classification, nous avons les dysphagies d'origine œsophagienne. Elles sont liées à une cause œsophagienne de type sténose. Comme je vous l'ai noté ici, la sténose est un rétrécissement. Il existe ensuite les classifications selon le mécanisme. En tout cas de mon expérience et dans les TD, etc., on vous parlera plutôt de cette classification-là. Après au BTS, on ne sait jamais ce qui peut tomber, donc je vous ai mis les deux types de classifications à connaître quand même. La classification selon le mécanisme, on distingue les dysphagies lésionnelles et les dysphagies fonctionnelles. Donc comme je vous l'ai noté, la dysphagie lésionnelle est une dysphagie majoritairement au solide. C'est une dysphagie d'installation progressive et elles sont causées par des obstacles physiques au passage du bol alimentaire, comme notamment les sténoses mécaniques. On trouve aussi des tumeurs à l'œsophage, bénignes ou malignes, des sténoses non tumorales intrinsèques causées le plus souvent par les conséquences de la cicatrisation des lésions des œsophagites, et enfin les sténoses d'origine extrinsèque provoquées par une compression due à une lésion extra-œsophagienne comme une tumeur du médiastin par exemple. Et enfin nous avons donc les dysphagies fonctionnelles. Elles sont donc liées à un trouble moteur, elles peuvent être secondaires à des affections touchant l'innervation motrice de l'œsophage provoquées par des pathologies plus générales ou causées par un RGO, reflux gastro-œsophagien. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i quand elle sera sortie. Pour l'instant c'est pas le cas, on suit le planning de révision, mais en tout cas quand elle est sortie, vous n'hésitez pas à aller la regarder pour faire des liens. C'est hyper important pour le BTS de faire des liens. Donc c'est lié à un trouble moteur et ça peut être une dysphagie au liquide et ou au solide. Par exemple, l'achalasie est une absence de péristaltisme œsophagien et une absence de relaxation du SIO, donc le sphincter inférieur de l'œsophage, lors de la déglutition avec une hypertonie au repos. Voyons donc maintenant la prise en charge. Donc la dysphagie est plus présente chez les personnes âgées. Chez l'adulte, lorsqu'il y a une dysphagie, on suspecte d'abord un cancer du type carcinome épidermoïde et un cancer des voies aérodigestives supérieures. Tant qu'on n'a pas d'avis contraire à ces deux types de cancers, par définition, on suspectera ces deux cancers. Mais il peut aussi s'agir d'une sténose cicatricielle ou de troubles moteurs, évidemment. L'anamnèse permettra d'éliminer les diagnostics différentiels. Par les diagnostics différentiels, j'entends que on pourra déterminer des pyrrhosies, des régurgitations, des toux, des altérations de l'état général, une odynophagie, voilà. L'anamnèse permettra de poser les diagnostics différentiels. Donc la clinique permet d'identifier le retentissement de la dysphagie et éventuellement de rechercher l'origine. Retentissement, je vais l'utiliser plusieurs fois. Le mot en fait retentissement, c'est donc les impacts. Les examens cliniques permettront aussi de rechercher l'origine de cette dysphagie qui peut être un cancer, une cause ORL. Pour cela, ils vont regarder l'aspect du pharynx et du larynx, les anomalies buccales et autres.
Et ensuite, nous avons les signes paracliniques avec les examens complémentaires. Les examens complémentaires permettent un diagnostic de certitude. Donc pour les lésions organiques, il y a différents examens qui vont être faits, notamment la nasofibroscopie. On va rechercher une cause ORL tumorale. La fibroscopie œsogastro-duodénale, la fameuse FOGD que vous allez revoir à plusieurs reprises au long de l'année et au long de ces révisions. Donc avec une biopsie et une analyse anatomopathologique. Donc on recherche une sténose peptique, une œsophagite ou un cancer. Et il y a aussi le scanner thoracique, je ne vous l'ai pas noté ici, mais c'est pour rechercher une cause compressive. Ensuite, pour les troubles moteurs, il y a différents examens aussi, il y en a deux. Il y a la manométrie œsophagienne, donc la mesure de la pression du SIO, et ensuite le transit œsogastro-duodénal, le TOGD, pour rechercher la motricité et les lésions organiques. On utilise un produit radio-opaque. Passons maintenant à la partie prise en charge thérapeutique de ces dysphagies. Donc c'est une prise en charge qui doit être multidisciplinaire. Elle comprend des médecins, des chirurgiens, des diététiciens, des orthophonistes, dentistes, et l'entourage familial va aussi avoir son rôle à jouer dans cette guérison. Et donc les objectifs de cette prise en charge, c'est tout d'abord de traiter la cause de la dysphagie. Comme je vous l'ai dit, la dysphagie est toujours sous-jacente à une pathologie, donc si possible traiter la cause de la dysphagie et traiter les retentissements que nous avons vus, notamment la dénutrition et la déshydratation. On passe maintenant à la deuxième partie sur les vomissements. Donc pour parler un peu de définition, le vomissement est un rejet ou une remontée avec effort de tout ou d'une partie du contenu gastrique par la bouche. En effet, il s'agit d'une remontée spontanée et provoquée et elle est active. Par contraction cyclique violente, donc abdominaux, diaphragme et muscles respiratoires, on a donc une activation du système nerveux sympathique et parasympathique responsable de la modification du rythme cardiaque, des sueurs froides, vasoconstriction cutanée, hypersalivation, etc. Les vomissements sont à ne pas confondre avec les éructations physiologiques du nourrisson, donc c'est une régurgitation après la tétée. Et c'est à ne pas confondre non plus avec le méricisme, donc en cas de trouble psychologique, c'est une rumination ou remontée volontaire dans la bouche du contenu gastrique suivie d'une nouvelle déglutition après mastication. Donc sur cette slide-là, il faut bien avoir en tête les définitions. Au BTS, on peut vous demander toutes les définitions possibles et inimaginables, donc il faut bien les avoir en tête. On passe donc maintenant à la classification. Donc les vomissements peuvent être d'origine digestive ou extra-digestive. Pour les origines digestives, on distingue, on va dire, deux parties, la partie supérieure et la partie, on va dire, inférieure. Donc au niveau des obstructions mécaniques du tube digestif supérieur, la cause peut être un ulcère ou un cancer gastrique sténose du pylore. Voilà, vous pouvez voir sur le petit schéma la classification, enfin la hauteur, le pylore plutôt sur le haut et le côlon grêle plutôt sur le bas. On a bien cette dissociation des deux parties. Donc obstruction mécanique du grêle ou du côlon, ça peut être lié à un cancer, la maladie de Crohn que je vous mettrai dans le petit i quand elle sera sortie, et ulcère gastro-duodénal, idem. Ça peut aussi être lié à des infections digestives, des allergies alimentaires ou des intolérances. Donc on a aussi les origines extra-digestives, donc plutôt des origines fonctionnelles, telles que le mal de transport, migraine, grossesse, ou des infections extra-digestives telles que les infections urinaires notamment. Au niveau des vomissements, donc chez le nouveau-né, ils sont toujours pathologiques, à ne pas confondre avec le méricisme. Des vomissements chez le nouveau-né sont toujours pathologiques. Chez l'enfant, ils sont plus fréquents et plus bénins. Ils sont beaucoup moins graves. Ok, voyons maintenant donc la partie prise en charge. On va voir le diagnostic, les retentissements et la prise en charge thérapeutique. Donc au niveau du diagnostic, l'anamnèse va nous permettre d'établir le diagnostic. Donc on va poser toutes les questions telles que caractéristiques, les signes associés, les antécédents. Ensuite on va passer aux examens cliniques, donc courbe de croissance pour déterminer s'il y a un amaigrissement, la palpation abdominale pour déterminer s'il y a des douleurs, est-ce qu'il y a des foyers infectieux, possiblement un toucher rectal, ça va dépendre. Et ensuite on passera aux examens complémentaires ou paracliniques, mais attention, ils ne sont pas systématiques, ils sont réalisés uniquement en cas de non-efficacité des traitements ou sur demande du médecin tout simplement. Je vous ai mis juste en dessous une question type qui peut tomber, une question type BTS. Comment procédez-vous pour établir le diagnostic de vomissement ?
Voilà, vous pouvez le faire sous forme de tableau comme je vous l'ai présenté là, sous forme de phrase. Le tableau pour moi ça permet de ressortir les informations importantes. Donc voilà, anamnèse, les caractéristiques, les signes associés, les antécédents et examen clinique qu'on fera de prime abord. Les examens complémentaires viendront dans un second temps et ils ne sont pas obligatoires. Voyons donc maintenant les retentissements. Donc nous avons tout d'abord des retentissements métaboliques, donc des troubles hydroélectrolytiques, une déshydratation si les vomissements sont aigus, une dénutrition si les vomissements sont chroniques. Très souvent ça va ensemble, et donc non-absorption des traitements péros dans le sens où, comme je vous l'ai dit, les vomissements sont toujours sous-jacents à une pathologie, donc si la personne ingère des traitements pour cette pathologie en question et qu'elle les revomit derrière, par conséquent ils ne sont pas absorbés par l'organisme. Voyons maintenant les complications mécaniques. Nous avons donc l'œsophagite peptidique. Je vous invite à aller voir le cours pour toujours faire des liens, c'est hyper important pour le BTS. Dans les autres complications, nous avons 3 syndromes. Donc le premier, c'est une déchirure longitudinale du cardia. Le deuxième, c'est une rupture de l'œsophage. Et enfin, le dernier symptôme, ce sont donc les fausses routes et pneumopathie d'inhalation bronchique. Si vous avez déjà fait votre stage thérapeutique, vous avez dû en voir beaucoup, notamment si vous étiez en secteur EHPAD, personnes âgées, vous avez dû en voir pas mal. Comme juste avant, je vous ai mis quelques questions types qui peuvent tomber au BTS, donc quels sont les impacts, quelles sont les complications, c'est des petites questions simples, des questions de cours, où il faut choper des points sur ces questions-là. Ensuite, on va donc parler des traitements thérapeutiques, qui est la dernière étape. Dans le traitement thérapeutique, il y a 3 étapes clés. On va traiter la cause si c'est possible de la traiter. Ensuite, dans un second temps, on va traiter les troubles liés aux pertes hydroélectrolytiques et la réhydratation. Donc il existe des solutés de réhydratation, notamment en secteur hospitalier. Et enfin, on va faire un traitement symptomatique. Il y a 2 types de traitements. Les antiémétiques, donc ils augmentent la motricité gastrique. Il y en a un qui est très connu, c'est le Motilium. Je crois qu'il est plus vendu, mais en tout cas il est très connu. Et après il y en a d'autres, notamment le Primpéran ou le Vogalène. Et ensuite, pour diminuer la douleur abdominale, nous avons donc les antispasmodiques tels que le Spasfon. Et je vous ai remis une petite question type BTS. Et nous arrivons donc à la fin de ce chapitre, donc conclusion. Comme vous l'avez vu, ce sont donc que ce soit la dysphagie ou les vomissements, ce sont des symptômes toujours sous-jacents à des pathologies. Les symptômes doivent être traités, mais la cause doit l'être aussi, c'est très important, et ne pas l'oublier dans vos copies. Donc voilà, vous êtes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous ai préparé 2 petites slides pour terminer vos révisions sur ce chapitre. Donc voici un petit récap du lexique à connaître pour ce chapitre. Et enfin, vous pouvez vous tester sur cette dernière slide. Vérifiez que vous êtes OP sur tout ce qui est ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur mon site internet. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. À bientôt!